Insécurité persistante dans la partie est de la République démocratique du Congo, causée notamment par les groupes armés qui sèment la terreur dans cette partie, notamment le M23. L'Union européenne, plus que déterminée à ce que le Rwanda puisse retirer ses troupes sur les sols de la République démocratique du Congo. Cependant, la grande question qui se pose est de savoir est-ce que la voix de l'Union européenne sera entendue par rapport à cette demande. Nous en parlons à travers ce nouveau numéro de votre émission Paramètres. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous qui êtes branchés pour nous regarder. Et sur ce plateau, comme d'habitude, je suis accompagné de ma co-présentatrice Ida Maloba. Ida, bonjour. Bonjour Nico, là tu as évoqué la thématique en rapport avec la sécurité, mais il y a également d'autres thématiques qui seront abordées dans cette émission, notamment les états généraux de la justice. On va revenir sur les recommandations, mais aussi les états généraux du portefeuille et tant d'autres sujets qui touchent peut-être à la vie sociale de la population congolaise, pourquoi pas. C'est un réel plaisir d'être sur ce plateau pour co-présenter ce nouveau numéro de Paramètres avec vous, Nico Kassanda. Et déjà, qui est-ce que Paramètres a le privilège d'avoir pour ce nouveau numéro? Aujourd'hui, nous avons l'occasion de recevoir, encore une fois de plus, c'est un habitué déjà de cette émission, le professeur Dadi Saleh. Il est expert en questions économiques et politiques. C'est pour nous un honneur de vous avoir mais aussi sécuritaire. Sécuritaire, évidemment. Bonjour, professeur Dadi Saleh. Bonjour et bonjour à tous. C'est un réel plaisir d'être encore là. Bienvenue dans ce nouveau numéro de l'émission Paramètres. Surtout, merci de nous avoir honorés par votre présence. C'est un honneur aussi pour moi. Je crois qu'on va entamer tout de suite avec cette question brûlante concernant l'annulation du sommet tripartite qui devrait avoir lieu en Angola. Et pour cause, le Rwanda a refusé d'y prendre part. Comment analysez-vous ce fait, professeur Dadi Saleh? Oui, bien sûr que c'est une désolation, mais personnellement, ça ne m'étonne pas. Je pense qu'il s'agit des deux faces qu'on devait comprendre. Il s'agit d'un succès et il s'agit effectivement d'échec. Succès parce que je pense que le gouvernement congolais a maintenu sa position de ne pas négocier avec la M23. Je dirais même plus. Normalement, la M23 pour moi n'existe pas, ou bien ne devait pas exister comme ça existe pour certaines personnes, oui. Et que le gouvernement congolais a maintenu vouloir faire une discussion directe avec le Rwanda, qui pour moi est l'agresseur un peu direct, mais derrière le Rwanda, nous avons l'Ouganda et les néocolonialistes, les multinationales. C'est tout un complot au niveau international, régional et local même. Ce qui fait que cet échec, comme on l'a dit, ces rendez-vous tripartites qui s'est soldé à une annulation officielle, pour moi c'est une bonne leçon. La République démocratique du Congo devait apprendre un peu des événements, ça va. Il s'agit d'avancer. Si jusqu'à preuve du contraire, les chefs de l'État et les leaderships congolais n'arrivent pas vraiment à comprendre que nous avons affaire à quelqu'un qui n'a rien à voir avec des discours. Son plan est clair, c'est la balkanisation de la République démocratique du Congo, c'est le pillage des ressources de la République démocratique du Congo avec tous ses complices. Alors, on ne peut pas s'attendre à ce qu'un voleur, quand il entre dans la maison, et les voleurs, comme dit la Bible, il vient piller, il vient voler, il vient détruire. C'est tout à fait normal. Donc, les voleurs, il faut les chasser par la force. Même si on peut négocier, même si on peut palabrer, mais la première des choses, c'est qu'il connaît pourquoi il a violé ton territoire. On peut tout simplement dire que le Rwanda a saboté le processus de paix de Luanda. Le Rwanda n'a aucun intérêt à ce qu'il puisse y avoir de paix en République démocratique du Congo. Je répète, c'est là où je fustige le fait d'avoir une politique d'Autriche et d'avoir une diplomatie naïve. Je précise, je ne dis pas que quelqu'un est naïf. J'ai dit une politique d'Autriche et une diplomatie naïve.
Il ne faut jamais, je l'ai répété 1 million de fois, jamais s'attendre à ce que le Rwanda puisse vouloir la paix en République démocratique du Congo. Ça ne l'arrange en rien. Parce que s'il y a la paix en République démocratique du Congo, c'est-à-dire que le Rwanda sera perdant, ne va plus contrôler les leaderships congolais, comme ils l'ont fait pendant plus de 20 ans, ne va plus contrôler les minéraux et avoir presque gratuitement autant de minéraux où il est champion maintenant en or, en beaucoup de matières premières. Dans ce sens-là, ils se font plein de poches. Ils gagnent énormément. Et bien, il ne sera plus en mesure d'imposer effectivement son hégémonie, où il parle même d'occuper des terres congolaises. C'est ce qui est en train de se faire. Nous ne sommes pas dans un jeu. La République démocratique du Congo est en train d'être occupée par une population qui n'a rien à voir avec la République démocratique du Congo. Le chef de l'État a confirmé cette thèse qu'on dit depuis des années et les gens nous prennent comme peut-être des petits garçons, mais je pense que ce sont ces gens qui ne comprennent pas, qui sont en grande partie autour du chef de l'État et qui dirigent, qui pensent que c'est un jeu. Les choses sont claires. Je viens de dire, on ne demande pas à un voleur qu'est-ce que tu es venu faire dans la maison. La plus grande responsabilité, c'est qu'on doit barricader sa maison. On doit se préparer, on doit s'armer et on doit les chasser. C'est la première chose à faire, un point. Oui, là on parlera des solutions à préconiser par rapport à cette crise. Mais professeur Dadi Saleh, il y a certaines langues qui estiment que le fait pour le Rwanda de boycotter cette réunion tripartite constitue une certaine humiliation dans le chef du président de la République qui se retrouvait seul avec le président angolais Joao Lourenço. Tout à fait, c'est le deuxième angle. Je parlais d'un succès et d'échec. C'est plus qu'une humiliation, mais c'est une humiliation prévue et prévisible. Tout à fait, parce que exactement, le Rwanda est belliqueux. Les Rwandais ne considèrent pas les leaderships congolais. Il faut les dire dans quelle langue. Ça fait plus de 20 ans, aucun leader congolais n'est considéré par les leaderships rwandais parce que c'est eux qui le mettent comme des petits-enfants, en grande partie. C'est eux qui ont mis l'ancien président d'une façon ou d'une autre et ils ont dirigé un peu tout ce qui s'est passé. Je parle de faits et je ne suis pas jaloliste. Il faut d'abord accepter ça. C'est là où on dit qu'il faut accepter qu'on est dans un trou pour s'en sortir. Donc le Rwanda n'a aucun respect par rapport à un seul leader congolais. Ils n'ont aucun respect parce qu'effectivement, le leadership congolais ne veut pas se faire respecter. Tenez, vous savez pourquoi est-ce qu'on ne veut pas se faire respecter? Je vous donne un cas simple. Pour quelle raison jusqu'aujourd'hui, je m'excuse parce que nous sommes tous responsables. Évidemment. Pour quelle raison jusqu'aujourd'hui, même vous continuez à dire que nous sommes en train de nous battre contre les M23? Déjà, on ne sait pas, ça va? On ne sait pas mettre les objectifs clairs, de thématiques claires. Il n'existe pas de 1-23. On se bat contre le Rwanda et les néocolonialistes. Donc, on ne veut même plus parler du 1-23, ni des groupes armés. Mais jusqu'à preuve du contraire, les gouvernements congolais, les leaderships congolais, et les leaderships dans tous les sens, même les églises. Hein. Et que dire de cette condition imposée par le Rwanda? La RDC devrait d'abord dialoguer avec le M23. Ben oui, qu'est-ce que vous pensez? Parce qu'ils ne vous considèrent pas, parce qu'ils vous négligent. Parce que vous n'avez pas un mot fort, où vous êtes déterminé et vous savez ce que vous voulez. Alors n'importe quel vent peut vous emporter. Et peut vous emporter. C'est ce qui s'est fait. Les Rwandais se permettent, ça va, d'obliger comme ils ont obligé depuis plus de 20 ans. James Kabarebe était ici, c'était lui le chef d'état-major, il a mis des militaires là où il voulait, il pouvait mettre n'importe quel politicien. Pour être gouverneur, il fallait passer par les Rwandais ou bien par l'Ouganda. Bisma Kara est également passé ici. Mais maintenant, c'est ce que j'appelle politique d'Autriche. Vous savez, il y a des gens qui ne comprennent pas des termes qu'on utilise parfois et qui ne posent pas de questions. C'est ce qui s'appelle politique d'Autriche. Il y a des gens qui veulent se faire la peau belle. Vous n'avez pas une belle peau, mais vous voulez dire que vous avez une peau belle. Ce qui fait qu'on veut... C'est une honte. C'est une période honteuse pour la République démocratique du Congo. Donc c'est comme si on a été diminué. C'est pas comme si. On a été et on est encore diminué jusqu'aujourd'hui. Parce qu'en diplomatie, les mots parlent. Ça va. La Russie, vous avez vu en Ukraine, quand quelqu'un est contre et soutient une nation, il ne le dit pas. Il se manifeste. Donc tout ce que vous avez vu, non, l'Union européenne déclare, les États-Unis déclarent. Mais écoutez, c'est ce que j'appelle diplomatie naïve. Je vous ai dit, il ne s'agit pas de dire que quelqu'un est naïf. Parce que quelqu'un risquerait de penser que moi j'ai dit que nos leaders sont des naïfs. Non, non, ce n'est pas ça. C'est une diplomatie naïve.
Les Américains soutiennent le Rwanda, l'Union européenne soutient le Rwanda, il y a toutes les preuves, ils les arment, il y a tout un budget qui leur donne. Les Américains, à travers beaucoup de multinationales et beaucoup de points, c'est clair. Je suis à la télévision, trouvez une seule personne qui va dire la vérité. Mais vous pensez effectivement que les Américains et les Européens, ça va, sont des solutions pour la République démocratique du Congo. Mais l'Union européenne semble même s'indigner, Nico Kassanga. Oui, professeur Dadi Salé, vous avez raison. Oui. L'Union européenne est indignée. D'abord, elle a commencé à manifester son indignation par le fait que le Rwanda ait saboté le processus de paix. Oui. Tout à fait. Ça s'appelle les corbeaux et les renards. Et qui devait s'indigner? Est-ce que c'est les corbeaux ou bien c'est les renards? Je précise. Ça s'appelle les corbeaux et les renards. Qui devait s'indigner? Est-ce que c'est les corbeaux ou bien c'est les renards? Les corbeaux, ça va, à des fromages. Et que les renards essaient de cajoler, de raconter. C'est ce que l'Union européenne fait avec la République démocratique du Congo. Pourquoi ça vous étonne? Ils s'indignent où? Je vous ai dit, l'indignation signifie quoi? Sur le plan politique, sur le plan stratégique, sur le plan du développement. L'indignation signifie je suis contre en Ukraine, contre ce que les Russes font, ça va, et j'amène 50 milliards de dollars et des armes pour combattre contre la Russie. Voilà l'indignation, monsieur Nico. L'indignation, ce n'est pas parce que quelqu'un dit je suis indigné, les corbeaux et les renards. Ça va, c'est ça, c'est ce que j'appelle diplomatie naïve. Et toi, les corbeaux, avec effectivement des fromages, tu ouvres grandement ta bouche et tu laisses passer effectivement le fromage. Tu laisses tomber les fromages. C'est ça le leadership congolais. Donc vous voulez que n'importe qui va essayer de vous raconter n'importe quoi et vous croyez. C'est ce que j'appelle diplomatie naïve pour ceux qui ne me comprennent pas souvent. C'est une diplomatie hautement naïve. Naïve se peut dire parce que la situation est claire, noir sur blanc. Jusqu'à preuve du contraire, l'Union européenne, les Américains ne sont pas du côté, même la Chine, ne sont pas du côté de la République démocratique du Congo. Et même la Russie, je vous le précise, comme ça quelqu'un ne pense pas que je vous dise que c'est la Russie la solution. Non, absolument pas. Même lorsque l'Union européenne invite, disons, impose au Rwanda de retirer ses troupes dans la partie de la... Ils les ont imposés où? Ça fait plus de 30 ans. Ils ont raconté une histoire, comme je répète, les corbeaux et les renards. Ils ont imposé où? Imposer, ça signifie effectivement, tu bouges, je te tape dessus. Et tu es sanctionné. À l'action. Exactement. Les Rwandais n'ont jamais été sanctionnés pour quoi que ce soit. Ils ont toujours les fonds de la communauté européenne, ils ont toujours les fonds des Américains, ils ont une collaboration militaire forte. Et jusque-là, je félicite la République démocratique du Congo qui a accusé Apple, n'est-ce pas, de minerai. Et le minerai continue à passer en Europe, en Bruxelles et en France. Ce n'est pas dans l'Union européenne. Alors, vous avez vu, il y a combien de sanctions? Parce que la Russie, par exemple, a été sanctionnée. Plus de 100 sanctions. Le Rwanda a combien de sanctions par rapport au fait qu'effectivement, il ne respecte pas le droit international, il viole effectivement les territoires congolais, il pille les Congolais. Les rapports des Nations Unies sont là. Les rapports de l'ANR sont là. Eh bien non, ils devaient être sanctionnés. Ils sont sanctionnés où? Il n'y a pas de sanctions. Il y a les corbeaux et les renards, et le plus naïf, c'est nous. Donc on voit que toutes ces parties-là ne visent que leur propre intérêt. Tout à fait. Parce qu'avec le Rwanda, avec le voisin, ils gagnent plus que ce que nous pouvons leur offrir. Okay. Qu'est-ce que nous pouvons leur offrir? Rien. Parce qu'effectivement, ils ont déjà tous nos minéraux offerts presque gratuitement. Tous les contrats sont léonins. On n'a plus une grande entreprise congolaise qui détiendrait le minerai congolais. Si vous allez au sud, c'est la Chine, le Canada, etc. On ne détient presque rien. Ben, est-ce qu'on a une banque congolaise? Eh ben, on n'a aucune banque congolaise. Est-ce qu'on a une société de communication sérieuse congolaise de grande dimension? Il n'y en a pas. Est-ce qu'on a des supermarchés? 90% des supermarchés sont pour les étrangers. L'économie congolaise est totalement dans le main des étrangers. Donc, on préférerait passer par ces étrangers-là. On préférerait passer par ces étrangers-là parce qu'ils contrôlent déjà tout ce que vous avez plutôt que négocier avec vous-même. Ok, on a 200 groupes armés et on a des territoires entiers contrôlés par le Rwanda et l'Ouganda. On est incapable de dire que l'Ouganda nous attaque. Ah oui, je vous ai parlé de la diplomatie naïve. On est incapable de dire que l'Ouganda nous attaque. Même si le président de l'Assemblée nationale l'a quand même aussi dit. Mais nous le disons depuis très longtemps.
On est en collaboration vers l'Ituri avec l'Ouganda et l'Ouganda nous attaque du côté de Bunagana et de partout ailleurs. Et les rapports de l'ANER sont là, les rapports des Nations Unies sont là. Donc le professeur Dadi Saleh l'Ouganda est en train de nous menacer d'ailleurs de pouvoir retirer nos mercenaires sur... Qu'est-ce que vous pensez? Diplomatie naïve. L'Ouganda par rapport à la configuration stratégique, géostratégique aujourd'hui, sécuritaire aujourd'hui, l'Ouganda ne peut pas être 100% avec la République démocratique du Congo parce qu'il ne peut pas se dégager, se détacher du Rwanda. Il perdrait largement. Et les fils de Museveni les répètent plusieurs fois, mais c'est nous, encore une fois, les naïfs. Je le répète. Il faut le dire en quelle langue? Que l'Ouganda n'est pas notre allié. On a dit que le chef de l'État est entouré par des traîtres. Et depuis très longtemps, des 1+4 qui continuent à le conseiller que l'Ouganda c'est un allié. Eh bien alors, qu'on le dise comment? Que je le dise dans quelle langue? Excellence, Monsieur le Président, tous ces gens-là vous trompent. Mais ils se laissent tromper, le Président. C'est clair. Parce que les rapports de l'ANER sont là, ce ne sont pas les rapports de Dadi Saleh seul. Alors, tu as un ami qui t'attaque par les dos, ok, par Bunagana, qui tue tes troupes avec des chars de combat et des unités spéciales. Ça va? Donc, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un militaire ou bien non, je me suis trompé la route. Hein. J'étais là, non, ils ne se sont pas trompés la route. C'est le Rwanda, l'Ouganda totalement. Le M23 n'existe pas. Il n'existe pas de Nanga. Mais est-ce que nos autorités ne devraient-elles pas avoir cette conscience-là de la naïveté de notre diplomatie pour comprendre cet état de choses? Vous savez, elles les comprennent, mais elles sont en train de nous embarquer dans cette histoire où voilà, la population dans la partie Est est en train de diminuer, est en train d'être tuée, massacrée au jour le jour. Parmi les plus grandes erreurs stratégiques, c'est quand quelqu'un qui ne connaît pas pense connaître. Parmi les plus grandes erreurs stratégiques, c'est le leadership, ça va, d'imposition. C'est le leadership, on dirige par contrainte. On dirige par, je manque le vrai mot, on dirige un peu par, il y a un mot qui dit un peu, il faut montrer que c'est moi qui connais. Non, nous demandons effectivement les leaderships de l'unité. Par complexe. On demande les leaderships de l'unité. Donc ici, qu'est-ce qui dirige? Moi, je suis de la majorité, je fais ce que je veux. C'est moi qui connais. Et certains mauvais opposants, qu'est-ce qu'ils font? Nous, c'est noir, il n'y a rien de blanc. Et pourtant, ici, il ne s'agit pas de Félix Tshisekedi comme président. Il s'agit de la nation congolaise. Oui. C'est là où nous retournons effectivement avec le leadership de l'unité, dont nous sommes en train de faire appel à tout le monde de faire le leadership de l'unité. Ici, il s'agit, en tant que panafricaniste, je l'ai dit, je le répète, la maison est en train de brûler. Et tout le monde qui va me comprendre, qui va m'écouter, je demande vraiment qu'il puisse écouter. J'insiste. Je suis panafricaniste. La maison est en train de brûler. Nous sommes bien d'accord ou pas, on peut avoir plusieurs opinions, n'est-ce pas, que le papa peut-être est irresponsable, il n'a pas amené la nourriture, d'autres le papa est responsable, dans la maison, tout le monde n'a jamais été content, n'est-ce pas? Quelle que soit la position du papa, ça va. Pensez-vous que quand la maison est en train de brûler, donc je dois me dire, je ne vais pas éteindre le feu, ok, comme ça je laisse la maison brûler parce que le papa est rentré ivre. C'est ça le comportement de beaucoup de nos opposants, c'est ça le comportement de beaucoup de leaders de l'opposition et les comportements effectivement de beaucoup de leaders. Au fait de toutes les réalités, ils attendent voir... ils attendent voir la maison effectivement totalement brûlée pour dire ah le papa est irresponsable, le papa effectivement n'a pas fait son travail. Et pourtant c'est notre maison. C'est pas vraiment la maison du papa. C'est pour nous tous, ça s'appelle l'héritage. Dans ce cas, ici, c'est un exemple tout simplement. Oui. Ça signifie effectivement qu'on ne devait pas laisser la maison brûler parce que peut-être que quelqu'un pense que le papa est irresponsable ou bien le papa est rentré ivre. Ou bien quelqu'un pense que le papa est responsable. Mais la maison brûle. Ça ne dit pas que la maison ne brûle pas. Parce que le papa lui-même vous dit, ça sera notre deuxième thématique, je pense, le papa lui-même vous dit, la justice est malade et nos entreprises de portefeuille ne sont pas performantes. Nous sommes dans les chaos. Donc le papa lui-même reconnaît que nous sommes attaqués, que la maison est en train de brûler. Professeur Dadi Saleh, pensez-vous que le leadership d'unité puisse constituer un moyen pour arriver à solidifier notre diplomatie?
pour l'instant, on peut avoir plusieurs moyens, c'est un des meilleurs moyens. Parce que le leadership de l'unité va obliger à tous les leaders d'enlever un peu d'ego en lui, de mettre la nation, d'être musalendo, d'être un patriote. C'est-à-dire effectivement que j'enlève mon ego, j'enlève le fait que c'est moi le charismatique, c'est moi le président, c'est moi le plus composant, mais je me rabaisse pour que nous puissions tous aller éteindre le feu. Parce que la nation est au-dessus de tous ces gens-là. C'est ça le leadership de l'unité. Il faut qu'on s'unisse. Parce que quand la maison est en train de brûler, effectivement, plus vous vous divisez, plus la maison continue. C'était la chambre qui était, en train de s'effondrer. Mais c'est la deuxième chambre, c'est ce qui s'est fait. C'était Bunagana, c'est Rutshuru, c'est Walikale. Bientôt, ça sera Butembo, si on ne tire pas attention. Et bientôt, c'est Kisangani, parce qu'ils vont déjà vers Kisangani, pour ceux qui connaissent la géographie. Après la position stratégique qu'ils viennent de récupérer entre nos mains, ça va, ils prennent une part Kisangani et une part Butembo, le Lubero au sud, et l'autre part où il y a encore des combats, ça va, c'est vers Walikale. Donc, ils sont en train d'aller effectivement vers le sud Kivu totalement, et qu'effectivement, vous savez très bien qu'aujourd'hui, pas hier, aujourd'hui exactement, du côté Grand Sud, ces gens-là commencent comme les Katakatanga. Ont encore attaqué. Et les Mobondo sont toujours là, incontrôlés. Donc, exactement, la situation sécuritaire est plus qu'alarmante. Alors, professeur Dadi Saleh, puisque nous n'avons rien à attendre, la République démocratique du Congo n'a rien à attendre de la communauté internationale, en l'occurrence les États-Unis ou encore l'Union européenne, à ce stade de la situation. Que faire? Quelle est la solution à préconiser? Alors, rien à attendre, c'est trop dire. Nous devrions toujours attendre quelque chose. Pour moi, on ne devait pas couper cet angle de la diplomatie. Mais plus nous sommes en train d'attendre, oui, vous l'avez évoqué. Non, nous n'attendons pas. La situation va de mal en pire. Je m'explique. C'est-à-dire effectivement que ce n'est pas parce que nous sommes en train de manger que nous ne pouvons pas regarder la télévision. Et ce n'est pas parce que nous sommes en train de regarder la télévision qu'un autre enfant ne peut pas faire ses devoirs, etc. Ça s'appelle management. Il faut savoir prioriser. Ici, la priorité des priorités, c'est d'abord nous-mêmes avec notre philosophie Kujitegemea, nous devons nous prendre en charge. Or, la première question, en se prenant en charge, c'est sa sécurité. Donc, nous devons nous sécuriser avec tous les moyens que nous avons, c'est-à-dire l'article 63 de la Constitution, ça va, avec le Ouazalendo, avec la RAD, Réserve armée de la défense. Il y a quand même des avancées, mais on n'avance pas. Ça va. Avec la RAD, Réserve armée de la défense, on lui donne le maximum des moyens. On applique l'article 86, ça va, on lui donne le maximum des moyens. Mais on n'abandonne pas la diplomatie. La diplomatie, à vrai dire, c'est pratiquement les rapports de force. La diplomatie ne signifie pas qui a raison, qui a tort. C'est ça encore la confusion de certains de nos leaders. Ils pensent effectivement que j'ai raison. Et alors je fais de la diplomatie, j'ai parlé. Non, c'est pas ça la diplomatie. La diplomatie étant le rapport de force, c'est-à-dire que la force, c'est mesure sur terrain. Sur terrain, c'est-à-dire effectivement que nous devons nous battre. En nous battant, nous pouvons maintenant nous asseoir, vous comprenez? Donc ça ne dit pas qu'on ne peut pas s'asseoir avec les Américains. Non, non, on doit collaborer. Mais en collaborant sur ses gardes. Pas en restant sur ses gardes, en nous battant. Non, 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 s'il vous plaît, il ne faut pas que je sois mal interprété. On se bat et on négocie. Parce que la négociation sera le fruit du combat que nous sommes en train de mener. Ici, jusqu'à preuve du contraire, nous n'avons jamais attaqué le Rwanda. Je vis à Goma. Voilà, et effectivement, c'est à 0 mètre. C'est ça le grand problème. La RDC n'a jamais commencé une quelconque action. Exactement, parce que nous avons de peureux. On a une diplomatie naïve. On s'est dit, nous sommes intelligents, vous savez, on ne va pas attaquer parce qu'ils sont plus forts, parce qu'il y a toujours de mauvaises raisons. C'est un peu comme qui dirait, ça va. Mais s'il faut s'attaquer, ça sera en fonction de quoi? Pardon? Il n'y a pas assez d'armes et tout. Qui vous a dit ça? La RDC. Vous dites effectivement comme tous ces faibles, ça va. Ça, c'est le langage de tout le faible, effectivement, on n'a pas assez d'armes, etc. Vous êtes sûr qu'aujourd'hui, si on se lançait sur la solution militaire, la RDC pourra... Nous sommes déjà dans une solution militaire, mais vous êtes incapables de vous assumer. Je vous précise que là, nous sommes en train de nous battre, qu'il y a beaucoup de FARDC qui font un combat terrible, et des Ouazalendo qui meurent pour nous. On n'est pas en guerre, là. Ah, vous pensez qu'on n'est pas en guerre? C'est ça même la naïveté, comme je l'ai dit. Nous sommes totalement en guerre, mais nous ne savons pas nous assumer. Et écoutez, madame, si quelqu'un te tape dessus, boxe, les dents partent. Deuxième boxe,
les dents partent. Tu vas te dire, pour répliquer, ça va, il faudra que tu regardes d'abord que tu puisses aller t'entraîner, que tu puisses devenir aussi fort. C'est ça la naïveté, comme j'ai dit. On se défend avec ce qu'on a. Un homme, c'est quelqu'un qui doit être capable de se mettre debout. Qui t'a dit que le Rwandais est plus fort que nous? Non, le Rwandais est juste courageux. Je peux vous le confirmer parce que nous sommes au front, les Ouazalènes. Le Rwandais, c'est juste le courage. Et ils nous attaquent, c'est tout. Nos combattants FARDC sont en train de se battre, mais il manque le moyen. Qui vous a dit qu'on ne se bat pas? Ça fait 15 jours qu'on se bat matin, midi, soir. Et le gouvernement l'a d'ailleurs dit. Mais dans une certaine naïveté, excusez-moi les mots, n'est-ce pas? Il a dit, c'est pas qu'on ne se bat pas. Les Rwandais ne sont pas aussi forts que ça, madame. Absolument pas. C'est ce qu'on vous trompe. Ça s'appelle guerre psychologique. On vous fait croire que c'est moi, les karatékas, 5e dan, battons-nous. Qui vous a dit qu'on n'est pas fort? C'est qui celui-là? Nous sommes parmi les 9 pays, ça va, le plus mieux armés de l'Afrique. S'il faut qu'on vous comprenne, c'est un problème de moyens. Les moyens non, ne sont pas disponibilisés. C'est un problème d'hommes. C'est un problème de leadership. On ne manque pas de militaires. Quelqu'un va me dire que nous sommes infiltrés. Mais effectivement, toutes les armées du monde sont infiltrées. Nous sommes sérieusement infiltrés. Ben oui, effectivement, c'est le devoir du chef de l'État, en tant que chef des armées, de prendre le courage et d'enlever tous ces généraux qu'on connaît. Moi, j'ai une liste d'au moins 40 généraux qui ne devaient même plus être là. Si moi, je les ai, le chef de l'État en a, les agents de sécurité en ont, mais c'est le courage. Le comportement de la RDC, le comportement de nos dirigeants, c'est que lorsque nous allons sur le terrain des attentes, nous affichons une certaine faiblesse. Même lorsqu'il faille aller négocier avec le Rwanda, nous affichons toujours une certaine faiblesse. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas des hommes. Un homme, c'est quelqu'un qui sait se décider. Je veux marier madame, alors je m'engage à la marier. Je n'ai pas l'argent, mais je vais chercher l'argent. Mais la première chose, c'est que je suis marié, ne vous en faites pas. Oui, c'est un exemple, évidemment. Je m'engage à la marier, mais je n'ai même pas l'argent de la dot. Je n'ai même pas l'argent pour organiser la fête. Mais c'est d'abord un engagement. Oui. Nous ne nous sommes pas encore engagés à récupérer cette nation. Nous ne nous sommes pas encore engagés à nous battre. Parce que nous sommes obligés, madame. On ne va pas te poser la question. C'est ça la mauvaise réflexion. Dans beaucoup de bureaux ici à Kinshasa, les gens réfléchissent. Non, on n'est pas encore prêt. Vous serez prêt quand? Vous ne serez jamais prêt parce qu'effectivement, l'ennemi fait tout pour que vous ne puissiez pas être prêt. Et vous ne l'avez pas constaté. Il vous divise comme pas possible, diviser pour mieux régner. Vous ne serez jamais prêt. C'est la raison pour laquelle vous devez vous battre avec les moyens que vous avez. Et je peux vous donner un exemple comment est-ce qu'on peut faire immédiatement. Comme ça, quelqu'un, dans moins d'1 minute, comme ça, quelqu'un comprend que le professeur Dadi Saleh ne dit pas de bêtises. Comment est-ce qu'on va se battre? Ok. On commence par la première chose. La première arme, c'est une arme psychologique. La mobilisation générale de la République démocratique du Congo. À travers l'article 63. C'est ce que le Rwanda fait. Mais c'est ce que le Rwanda fait. C'est ce que l'Ukraine fait. C'est ce que le Vietnam avait fait contre les Américains. Ouais. Mais c'est ce que tout le monde qui est normal fait, sauf les Congolais. Ah oui, passer de Bendele et Koyate, c'est une bonne forme. Mais c'est totalement insuffisant. C'est un peu comme quelqu'un qui fait 5%. Et puis il améliore 10%. Après Bendele Koyate, il fait une publicité, quelqu'un a chanté. Mais c'est quoi ça? Vous pensez que chanter fait peur aux troupes du Rwanda? Mais ce n'est pas possible. Là, c'est déjà quelque chose, mais je vous assure, c'est vraiment minime. Sinon, on ne comprend pas c'est quoi la sensibilisation et la mobilisation. Je vous propose, comme ça c'est un peu clair, je vous propose que tout le monde puisse s'arrêter. Derrière, bien sûr, le seul chef de l'État que nous avons, il faut le dire, comme je l'ai dit, quand la maison est en train de brûler, ça va, on ne se pose pas la question est-ce que le papa est malade ou bien il a fumé. Non, c'est lui le papa. En attendant, nous éteignons le feu. Nous nous sensibilisons tous les politiciens, toutes les églises, etc. Nous devons, avec l'article 63, avoir des Ouazalènes, donc des patriotes, totalement prêts à nous battre. Sensibilisons toute notre population pour que la population puisse être prête à se battre. Ça s'appelle des réservistes. Et nous commençons les entraînements. Ah, madame, c'est ça. Vous avez vu ça où? Non, non, je ne parle pas des recrutements dans l'armée. Et quand nous parlons des recrutements dans l'armée, on ne va plus recruter comme on est en train de recruter. On va obliger les recrutements parce que c'est prévu dans la Constitution. Chaque famille va donner un enfant. Nous allons avoir plus ou moins 5 millions de militaires, de combattants, des Congolais prêts à se battre parce que c'est l'idéologie qui sera en train de passer. Ça va? L'idéologie pour gagner, pour défendre la nation. Ces points-là seulement peuvent faire en sorte que la guerre puisse finir. Vous savez pourquoi? Parce qu'en fin de compte, quelqu'un va comprendre que les Congolais sont déterminés. Oui. Et ils se préparent. À Kinshasa, qui se prépare? Et ça va entamer leur morale. Exactement. Soit je suis fou,
Soit vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire, dis-moi, ça se passe où? C'est qui l'opposant qui a fait cette mobilisation? C'est qui là pour la majorité? Toute leur mobilisation, c'est quoi? Constitution, changement de constitution et non changement de constitution. Mais c'est là où ils sont très forts en sensibilisation. Beaucoup, professeur Dadi Saleh, ce qui nous renvoie à la deuxième thématique, Ida Maloba. Oui. Donc, c'est les États généraux de la justice qui a été organisé dans un premier temps. Ensuite, les États généraux des entreprises du portefeuille de l'État. Votre lecture, professeur Dadi Saleh, est-ce que ce n'est pas une façon justement de chercher à se faire vedette dans son secteur? Oui, je voulais clôturer ce point-là avec, avant d'entamer le deuxième, avec, dans une minute, pour que ce soit plus logique. Oui. Ce que j'ai proposé, ça c'est n'est que la partie de la sensibilisation. J'ai proposé que nous puissions avoir un budget de guerre, c'est-à-dire pour l'instant, la loi financière, ça va? Ça devait être une loi financière de guerre, madame. Nous devrions avoir des investissements de guerre. C'est-à-dire que pour l'instant, on ne devait pas avoir des investissements où on investit dans les stades de 50 millions, etc., des investissements comme ça. Ce n'est pas possible. Pour l'instant, on devait avoir effectivement l'économie de guerre. C'est-à-dire nous allons vivre, nous allons gagner, mais tourner vers la guerre. Pour l'instant, nous devrions avoir effectivement un système industriel complet. C'est-à-dire tourner vers la production de tous ces dont nous avons besoin, mais avec la sécurité comme priorité. Donc, c'est-à-dire que mes propositions sont un peu holistiques. Ne pensez pas, tout point là peut être détaillé. Mais on ne nous écoute pas. Nous voulons qu'on puisse faire quoi? Ces choses-là, on ne devait même pas les dire à la télé. On a cherché de rendez-vous avec le président, rien. Les autorités, tout le monde est occupé, on ne sait pas ils sont occupés à faire quoi. Mais les résultats sur le terrain est là. Le Parlement n'a pas voté un budget de guerre. Mais nous proposons un budget de guerre. Pourquoi est-ce qu'on ne nous écoute pas et qu'on puisse faire un débat sérieux? Un budget, une loi financière d'aide d'urgence. C'est-à-dire, effectivement, que vous voyez ces 50 millions de dollars, là qu'on a dit que c'est prêt pour notre arène, ça va? Ces 50 millions de dollars là devaient être affectés au Ouazalendou, là où je vous parle. Iketnoun devait être affecté au FARDC, parce qu'exactement, encore une fois, en tant que panafricaniste, monsieur les journalistes, je conclue ce sujet par là, ça va? Une maison qui est en train de brûler, la priorité n'est pas de nettoyer la maison. La priorité n'est pas de mettre des carreaux dans la maison. N'est-ce pas, madame, messieurs, que mettre des carreaux, c'est bien? Mettre la peinture, c'est bien, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Mais quand la maison est en train de brûler, vraiment, vous, dans votre sens de direction, vous trouvez que le meilleur à faire, c'est de mettre la peinture sur la maison? Non. C'est de nettoyer la maison. C'est de mettre des carreaux. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Des débats, effectivement, pour moi, qui nous font perdre le temps. On devait être tous concentrés. Comme un seul homme, la seule et unique priorité, c'est comment nous récupérons nos territoires. C'est la seule, mais ça ne dit pas qu'on ne va pas vivre, je viens de parler. J'ai dit qu'on va faire une économie de guerre, donc il y aura des commerçants, des businessmen, etc. Il n'y a pas le temps, je pourrais expliquer ça quand les gens aimeront, ça va. On a des investissements de guerre, donc on investira que quand ça nous donne un avantage comparatif pour que nous puissions gagner la guerre. Les infrastructures, mais des infrastructures qui vont nous faire gagner la guerre. Pas des infrastructures où chaque député aimerait qu'il y ait une petite route dans son village pour qu'il puisse être réélu. Est-ce que vous comprenez la bassesse du leadership que nous avons? Est-ce que vous comprenez la bassesse de réflexion qu'on a des leaders qui s'appellent leaders? Et ils sont occupés à faire ça, à tourner en rond, avec l'inutile. Parce que tout ce que vous pouvez me citer là, madame, pour l'instant, ce n'est pas l'utile. C'est quelque chose, c'est peut-être nécessaire, mais je viens de le dire, quand la maison est en train de brûler, même si c'est beau de mettre des carreaux, même si c'est beau de nettoyer, est-ce que c'est ce moment-là qu'il faut nettoyer? Ce n'est pas très utile en attendant de nettoyer. Voilà la petite conclusion sur ce premier sujet. Je conseille au chef de l'État d'être vraiment le papa avec le leadership de l'unité, que tous les grands opposants soient des leaders de l'unité, qu'on puisse se mettre ensemble, qu'on puisse d'abord oublier nos conflits, ça va, qui existeront toujours en politique, mais qu'on puisse éteindre le feu. Le feu, ici, c'est les Rwandais qui nous attaquent. Est-ce que vous savez qu'on a des opposants qui sont même prêts à dire que ce n'est pas les Rwandais qui nous attaquent juste parce qu'ils ont leurs petits intérêts? Et ils s'appellent opposants. Voilà, professeur, on entend la deuxième thématique, les états généraux de la justice et du portefeuille, votre lecture. Les états généraux, je pense qu'on félicite d'abord ces idées, encore une fois, même si ce n'est pas la priorité, je venais de le dire, mais on félicite quand même le fait que, par exemple, pour le ministre d'État de la Justice, il est passé d'abord en action. Il a fait certaines actions, désengorger des prisons, essayer effectivement, il y a des cas où des condamnations, là c'est la peine de mort, je suis tout à fait d'accord, dans les Koulouna, tout ça c'est très beau.
et que pour le portefeuille, le constat est clair encore une fois. Ça va? Comme pour les états généraux de la justice est malade, totalement malade. Elle est en coma, madame, totalement. Et elle n'est pas encore sortie du coma. Il y a des prédispositions, nous attendons. Ça va? Oui, nous les recommandations qui ont été proposées. La fois passée, c'était plus de 350 recommandations. Oui. En 2015, c'était 350. Et puis moins de 2%. En 2024, c'est 359. C'est quoi la finalité de toutes ces recommandations? Moi, je suis d'abord content par rapport au ministre d'État de la Justice parce qu'il a commencé à appliquer certaines choses sans attendre les États généraux. C'est là où je suis content. Maintenant, du côté du portefeuille, mais nous restons malades. Oui. Il a un grand boulot à faire, qu'il puisse le faire plutôt que le dire. On lui demande de le faire. Et on le jugera par des actions. Et on le félicite parce qu'il est en train quand même de le faire. Jusque-là, par rapport au Koulouna, par exemple, à la peine de mort, là où je suis d'accord, ça va. Mais j'ai dit c'est très bien, mais c'est totalement insuffisant. Je pense que le premier condamné à mort devait être des Koulouna en cravate. Et non le petit Koulouna qui vole des téléphones. Ça va, mais qui tue aussi, je suis d'accord. Mais le plus grand exemple, et là, il n'y est pas encore. Je demanderai à son Excellence, le ministre d'État de la Justice et le président de la République, si vous voulez que cette action puisse marcher, et le ministre de l'Intérieur, alors attaquez-vous aux Koulouna en cravate qui sont nombreux. Si vous ne pouvez pas le faire seul, venez nous consulter. Mais ce n'est pas ça la question, ils ont assez de gens, ils peuvent le faire. Je vous assure, chaque semaine, on ne peut pas manquer. Ça va, au moins 10 à 20 Koulouna en cravate, condamnés, ça va, parce qu'ils ont volé, ils ont construit des maisons sans savoir, ils ont eu l'argent d'où. Donc, nous savons déjà comment les attraper. Donc, et je pense que ça serait mieux. On rappelle que les deux ont lancé des opérations pour le ministère de la Justice. Oui. L'opération Zéro Koulouna. Et pour le ministre de l'Intérieur, le VP de l'Intérieur, l'opération Ndobo. Oui. Vous parlez tout à l'heure là des criminels en cravate. Oui. Est-ce que dans le cadre de l'opération Zéro Koulouna ou encore Ndobo, oui, on peut les avoir? Oui, on peut les avoir. Et on est en train de les avoir. On félicite la police. Mais je pense qu'on est en train d'avoir les petits. Oui, mais là, sont au Parlement. Nous parlons des grands. Oui, des grands. Oui. Non, malheureusement, ces opérations ne sont pas prévues pour les grands. À moins que j'ai mal lu. J'aime lire, j'aime écouter. C'est cela le problème. C'est là effectivement le problème. Donc, ils s'attaquent à ce qui n'est pas plus important. C'est important, mais le plus important, c'est les Koulouna qui vous volent 57 millions de dollars. Les Koulouna en cravate. C'est les Koulouna en cravate qui prend l'argent de tout le militaire au front. C'est les Koulouna en cravate qui volent effectivement, qui est incapable, ça va, de faire une stratégie pour que notre armée puisse gagner. Ces Koulouna en cravate, si on tuait au moins 3, 4, 5 par semaine, je vous assure que ça va. Même les Koulouna, les petits Koulouna vont avoir peur. Mais là, si on s'attaque seulement aux Koulouna, aux petits Koulouna, et que les grands Koulouna, les Koulouna en cravate ne sont pas attaqués, pour moi, ça tue l'action. Ça devient 2 poids, 2 mesures. Donc, on demande à son Excellence, les ministres d'État de la Justice et les vice-premiers ministres de l'Intérieur, eh bien, écoutez, attaquez-vous aux vrais Koulouna. Et aussi à ces petits Koulouna. Excusez-moi les mots. Parce que pour moi, on ne peut pas me dire que ces petits Koulouna sont plus dangereux que ces grands Koulouna. Les plus grands Koulouna sont à côté parfois du chef de l'État. Ça va? Et c'est ça, les Koulouna. C'est comme dans la Bible, il n'y a pas de petits péchés et de grands péchés. Exactement. Ce sont des péchés qui doivent subir la rigueur de la loi. Ce qui fait que quand on parle du portefeuille, n'est-ce pas, il est reconnu par le chef de l'État, par le ministre effectivement du portefeuille, que ben, plus ou moins 20 entreprises du portefeuille que nous avons ben, ne fonctionnent pas correctement. Exactement. Et pour l'année 2023, on a eu un chiffre d'affaires de plus ou moins 1,7 milliard de dollars, donc moins de 2 milliards de dollars. Et qu'effectivement, pour cette année, on espère qu'ils vont améliorer. Et pourtant, il faut bien dire qu'à l'époque, vers les années, par exemple, 62, 61, 62, eh ben, seule la GECAMI et la MIBA a mené plus ou moins 60% du budget national de la République démocratique du Congo. Et pourtant, aujourd'hui, ils sont incapables d'amener quoi que ce soit. Et que nous savons qu'il y a des malversations là-bas. Le chef de l'État en a parlé, les conclusions des États généraux du portefeuille sont claires. Les conclusions sont claires, mais on ne se pose pas la bonne question. Pourquoi les entreprises du portefeuille sont foutues? Parce qu'effectivement, les autorités morales,
le Rwandais, qui dépendent des Rwandais, qui dépendent des Ougandais, ok, ont mis leurs petits frères, des gens incompétents en grande partie, qui doivent répondre effectivement aux politiciens plutôt que travailler. Exactement, c'est la raison pour laquelle exactement l'administration publique est foutue. C'est la raison pour laquelle effectivement les entreprises du portefeuille ne fonctionnent pas comme il le faut. Professeur Dadi Saleh, pensez-vous que la tenue de ces états généraux a vraiment profité à la population qui a beaucoup d'attentes? Pour l'instant, non. La réponse est claire. Non, puisque la population n'attend que des résultats. La population n'attend pas des promesses. Parce qu'effectivement, c'est un peu comme je l'ai dit, les corbeaux et les renards. En termes de promesses, ben, s'il y a une personne de la population qui est satisfaite, très bien. En termes de promesses, ce sont de belles promesses. Ne vous en faites même pas. Toutes les promesses, en grande partie, sont de belles promesses. Mais, sachant effectivement que c'est l'homme le problème, le vrai problème, et que malheureusement, comme on a dit au chef de l'État, il garde le même homme. Est-ce que vous savez que le chef de l'État a gardé peut-être 80% des gens qui viennent des Kabila? Et ces mêmes gens-là viennent effectivement des Rwandais de 1+4. Donc c'est le même théâtre qui continue. Écoutez, je suis à la télé et je ne fais pas un petit débat. Prenez les têtes de l'Union sacrée. C'est qui et qui? Vous savez les citer? C'est à plus de 90% des gens qui viennent des Kabila, effectivement. Évidemment. Je pense que c'est seulement Kabouya seul dans les têtes de l'Union sacrée qui ne vient pas des Kabila. Vrai ou faux? Parce que peut-être les gens pensent qu'on est en train de raconter ce qu'on veut. Alors, comment les choses vont changer? Puisque ces mêmes personnes-là ont pillé, qui a bu boira, ont participé, et la mère Mende vous l'a dit, d'une façon ou d'une autre, en grande partie, beaucoup de leaders qu'on a eus, ça va, qu'on a encore malheureusement, parce qu'ils sont restés les mêmes. Les chefs de l'État les ont gardés. On ne sait pas s'ils l'intimident ou bien c'est par quel miracle, par quelle magie, mais bon, ils sont encore là. Quand nous parlons de la guerre, ils consultent encore qui? Par rapport à Lubero à l'Est. Ils consultent encore les mêmes personnes. Les mêmes personnes qui, ça fait plus de 18 ans, ont participé à l'insécurité de la République démocratique du Congo. Mais ce sont ces mêmes personnes que les chefs de l'État consultent. Bon, eh bien, écoutez, Excellence, Monsieur le Président, vous voulez quel résultat? Mais quand même, la tenue de ces états généraux auxquels nous venons d'assister, c'était vraiment le moment pour pouvoir les organiser? Non. J'ai dit non pour ne pas me contredire. C'est important. Mais non pour ne pas me contredire parce qu'effectivement, l'urgence, c'est se battre. Ça va? Plutôt que tenir tous ces états généraux-là, nous devons être capables, avec le peu de fonds que nous avons, encore sensibiliser et mobiliser que nous tous nous puissions être des Ouazalènes. Aussi simple que ça. Parce qu'effectivement, chaque état, tous ces états généraux vous bouffent quelques milliers de millions. Si ce n'est pas des millions, mais vraiment des milliers de dollars. Et ça mobilise l'attention. Ça va? Or, pour l'instant, nous devrions mobiliser notre attention, comment se battre, comment gagner. Parce qu'effectivement, le fait de démoraliser les gens, ça va? Le fait de ne pas être focus sur un objectif, vous avez vu c'est quoi? L'état de la nation. Mais l'état de la nation, c'était tellement global qu'on ne sait pas ce qui s'est passé. Le discours. Qu'est-ce qui a été dit? Le discours a tout dit. C'était un rapport de chaque ministère. Ça va? Mais quoi? Qu'est-ce qu'on retient? Ah bon, certaines personnes retiennent réforme de la Constitution. Mais qui a retenu que nous devons être en train de nous battre? Je vous assure, non. C'est un peu comme si ça a été parlé, hein, des faits un peu en passant. Quelle a été la mobilisation générale pour que les gens, j'ai dit générale, pas en passant. Parce que quand on fait une sensibilisation et une mobilisation, d'habitude, on n'a même plus le temps pour faire autre chose. C'est un peu quand on est, par exemple, en campagne de veillée de prière. Vous comprenez? Vous dites 21 jours. Vous êtes vraiment en campagne. Est-ce que vous pouvez avoir le temps, ça va, de faire totalement autre chose? Non. Eh bien non. Mais comment est-ce que nos responsables ont tous les temps de faire toute autre chose sans s'occuper effectivement de la guerre comme il le faut? Parce que je vous le confirme, je n'ai pas besoin d'une information de qui que ce soit. Je vous le confirme 100% que nous manquons de moyens sur terrain. Nous manquons une décision. C'est quand la dernière fois le président de la République est allé au front pour mobiliser nos troupes. C'est quand la première fois, la première ministre est allée à 5 fois, 10 fois au front. Vous entendez effectivement Zelensky aller au front 2, 3, 4, 5 fois. C'est quand la dernière fois? Mais les militaires ne sont pas motivés. Mais comment les gens vont être motivés et le numéro 1 n'arrive jamais? Et il avait dit la fois passée, il n'est pas obligé d'aller parce qu'il peut le faire à Kinshasa. Mais ce n'est pas possible. C'est quelle incompréhension? On ne comprend pas effectivement qu'on doit être sur terrain.
Et on dit on peut diriger effectivement à 2000 km. Alors que dans l'un de ses discours, il avait dit qu'il va ériger son quartier général dans cette partie-là. C'est ce qui est grave. Au fond, je viens de répéter. Voilà les mots que j'ai cherchés avant. Nous avons un leadership par défi. On dirige par défi. C'est les mots que j'ai cherchés il y a un temps. Les leadership par défi. Et là, parfois, les gens qui vont m'écouter vont dire quoi? Il est en train d'injurer les chefs de l'État. Je n'ai injuré personne. J'ai dit effectivement, les chefs de l'État devaient tout faire parce que si moi, je peux y aller, ça va. Si nos militaires peuvent y aller, et c'est lui le garant de la nation, s'il dit que c'est dangereux, alors lui, il doit rester, il doit mettre tous les enfants en danger, sauf lui. Sauf le ministre de la Défense, sauf la première ministre. Donc tout le monde doit être en danger, sauf eux. C'est quelle direction? Moi, j'ai pensé qu'effectivement, qu'en tant que panafricaniste, les chefs devaient être devant. Je ne dis pas qu'il doit être au fond chaque fois, mais il doit être devant. Vous savez, Mamadou, pourquoi est-ce que Mamadou, c'est un héros, plus que tous ces gens qu'on est en train de raconter ici? Mamadou était au front. À la première ligne. À la première ligne. Il se bat, il mobilise. On a encore des militaires comme ça, mais qui n'ont pas de soutien. Parce qu'effectivement, quelqu'un... Là, nous venons de faire des replis, ça va, de plus de 50 km. 20 km. Est-ce que ça s'appelle encore repli? Ah non, écoutez, il y a repli et repli. Ce n'est pas possible. Nous entamons la toute dernière thématique. Il nous reste moins de 10 minutes, Ida. Oui, nos minutes s'épuisent presque. Là, on va parler de l'état de nos routes. Où on nous signale déjà que on a épuisé toutes nos minutes. On pourra y revenir, à la prochaine occasion, professeur Dadi Saleh, vu que nous avons épuisé tout notre temps, mais nous accordons quand même quelques secondes pour votre mot de conclusion avant qu'on se sépare. Je demande à tout celui qui va nous suivre de ne pas interpréter négativement ce qu'on dit. Nous demandons effectivement au chef de l'État, à l'opposition, à la majorité, aux églises et à tous celui qui pense être leader en République démocratique du Congo. L'heure est grave, très grave. Bientôt, tout ce que vous êtes en train de raconter ici à Kinshasa, les bottes risquent encore d'entrer et ça ne sera pas Fayulu qui sera président, sinon il sera président des Rwandais, ça ne sera pas Moïse Katumbi, ça ne sera personne et l'Église ne saura même pas quoi dire. Donc ne confondons pas. Pour ceux qui ne sont pas d'accord avec les chefs de l'État, ça va, ne confondons pas la sauvegarde et la défense de la nation avec la défense d'un régime. Les régimes, c'est les régimes qui se quittent, on est tout à fait d'accord, mais ici nous parlons de la nation. Parce que les Rwandais avec les néocolonialistes sont en train de prendre la nation, pas le régime. On risque d'avoir bientôt une balkanisation directe, c'est-à-dire des territoires entrés vont partir, mais le régime de Tshisekedi partira. Mais c'est la nation qui sera déjà partie. Donc je demande cette unité-là, je demande des réflexions, je demande qu'on s'unisse. Mais en attendant, avec l'article 63, je demande à tous les opposants de ne pas attendre le chef de l'État. Parce que vous avez le droit d'être des Ouazalendou. Les Ouazalendou n'ont pas attendu le chef de l'État pour aller au front. Mobilisez tous vos gens, mettez le moyen humain, ça va, envoyez-les déjà au front. Vous n'avez pas besoin du chef de l'État pour ça, j'informe. C'est une information, parce que l'article 63 est clair. Tout le monde a le droit de défendre la nation. Vous en avez les droits. Mais maintenant, pour que nous puissions le faire quand même un peu en ordre, ça va, consulter quand même les chefs de l'État. Mais vous n'avez pas besoin du chef de l'État pour déjà vous organiser. Parce que j'ai fait des débats où on me disait, non, mais comment est-ce que nous pouvons faire? Nous ne pouvons que parler. Non, chers leaders. Si vous restez des leaders de parole, la nation sera en train de partir et vos paroles ne serviront à rien. Soyons des leaders en action et ne confondons pas un régime avec toute une nation qui est en train de partir pour l'instant. Nous, s'il vous plaît, et je vous assure que nos descendants se diront qu'il y avait quand même des hommes. Sinon là, je pense qu'en termes de leadership, nous sommes tellement faibles que moi j'ai envie de vomir. Merci beaucoup, professeur Dadi Saleh. Espérons que toutes les propositions, les suggestions faites soient prises en compte, n'est-ce pas, pour le rétablissement de la paix, voilà, la restauration de la sécurité sur l'étendue de notre pays. Nico Kassanda, c'est déjà la fin? Évidemment, oui, c'est la fin avec cet appel à l'unité du professeur Dadi Saleh qui vient boucler complètement ce nouveau numéro de paramètres. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci également à vous, professeur Dadi Saleh, encore une fois de plus, d'avoir été de nôtres. Ça sera un réel plaisir pour nous de vous retrouver très prochainement et ça sera
avec un nouvel invité, avec le même et réel plaisir d'être aux côtés de mon collaborateur Nico Kassanda. Merci.